Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 3 avril 2026 et nos chers amis, le colonel Wilkerson et Larry Johnson sont avec nous. Bon retour parmi nous. Salut toi. Je suis content que tu aies sorti la chemise de pouvoir aujourd'hui. Regarde-toi. Et c'est le vendredi saint. Ouais, le vendredi saint. Oui. Commençons par les dernières nouvelles concernant un avion de chasse abattu en Iran. D'abord, quelle a été la réaction du SAMCOM? Ils ont déclaré que rien de tel ne s'était produit et que les images et vidéos provenant d'Iran venaient des médias iraniens. Ensuite, de nouveaux rapports sont parvenus à CNN et au New York Times. Et voici ce que CNN a rapporté à ce sujet. Des médias ont publié des images qui semblent montrer des débris provenant d'un chasseur américain abattu, affirmant que le sort du pilote reste inconnu. Matthew Chance se trouve à Doha pour couvrir les derniers développements. Matthew, commençons par ce que nous savons de ce chasseur abattu en Iran. Les médias d'État affirment qu'il s'agit d'un F-35 américain. Nous avons vu les images qu'ils ont diffusées. Qu'en pensons-nous? Oui, c'était pas un F-35. Vous savez, au début, on avait des rapports indiquant que c'était un F-35, puis ils ont changé pour un F-15E. Colonel, quelle est votre compréhension de la situation? Selon vous, qu'était-ce? Quel type de chasseur était-ce? Eh bien, je ne pouvais pas le dire à partir des photos, mais je pense que les derniers rapports sont clairs. Le New York Times, sur YouTube, tout le monde parle d'un F-15E. Et cela aurait du sens, même si je ne sais pas si cela en a plus qu'avant. Vous savez, nous avions déjà eu un F-15 abattu par le Koweït. Je m'attendais un peu à ce qu'on se réveille un matin avec un B-52 abattu, parce que ce sont de véritables colosses pâteaux. Ils ont beaucoup plus de sécurité maintenant qu'à l'époque où ils réduisaient le Vietnam en cendres. Mais je pensais que ça pourrait arriver. Le F-15E est généralement un avion assez fiable, donc il a dû s'égarer, avoir une panne de maintenance ou se retrouver là où il ne devait pas être, dans l'enveloppe d'un certain système iranien. Je ne sais pas, je ne fais que spéculer, mais vous savez que ça va arriver et que ça se reproduira tant que nous continuerons ce conflit idiot. Oui, Larry, ils essayent toujours de retrouver le pilote. Vas-y, qu'en penses-tu? Oui, j'ai reçu un message de l'un de mes lecteurs, qui est aussi l'un de tes téléspectateurs, me disant que le pilote a été capturé. Et j'ai vu les images, juste avant qu'on entre en direct, d'un Black Hawk en train de fumer. Je veux dire, il avait été touché. Donc apparemment, un Black Hawk est maintenant tombé en Iran aussi, probablement une mission XAR. Oui. Alors maintenant, le cauchemar de Donald Trump commence à se déployer dans toute sa splendeur. Parce que souvenez-vous, ils ont vaincu l'Iran. L'Iran n'a plus de défense aérienne. Ils ont anéanti leur force aérienne. Ils ont anéanti leur marine. L'Iran n'a plus rien. Et maintenant, ils ont abattu un F-15 et un hélicoptère Black Hawk. Et ils ont un pilote. On verra s'ils capturent aussi l'équipage, s'il y a des survivants parmi l'équipage du Black Hawk. Donc maintenant, vous allez voir des images d'un pilote américain entre les mains des Iraniens. Et vous savez, c'est juste un rappel que les stats de Trump sur la défaite totale de l'Iran ne sont pas si bien que prévu. Je suis sûr que tu vas en parler aussi, Nima. Mais comme j'ai peu de temps, je veux m'assurer que tu abordes ce point. Tu as vu les rapports sur les conséquences des propos très peu diplomatiques de Trump à propos de MBS. Eh bien, une toute nouvelle relation est en train de se développer dans la région. Une relation entre Zelensky, qui a été très rapide à s'y engager, et MBS. Et les déclarations que j'ai entendues de la part des membres de la famille royale en Arabie Saoudite indiquent qu'il s'agit d'une rupture définitive concernant leur dépendance envers les États-Unis d'Amérique. Il n'y en aura plus.
Oui, Larry, quand tu regardes ça, je connais la région où le chasseur a été abattu. Qu'est-ce que c'était? Cette région. C'est dans le sud-est de l'Iran. D'accord. Je viens de cette région. Je connais bien l'endroit. Je connais les gens. Je les connais bien. Ils sont pour la plupart armés. Ils savent utiliser des armes, tu sais, des fusils et tout ça. Mais ils sont aussi très prudents. Comme ils savent manier les armes, ils savent gérer des situations comme celle-ci. S'ils capturent le pilote, ils ne vont pas lui faire de mal. J'en suis sûr. Et d'un autre côté, colonel, Larry, quand ils ont envoyé ce genre de choses, nous avons vu plusieurs hélicoptères là-bas. Oui. C'est courant ça? C'est tellement étrange. Oui, ça s'appelle le SAR, Combat Search and Rescue, la recherche et le sauvetage au combat. Tu sais, ça me rappelle un bon ami à moi. Il a été le dernier colonel à commander l'escadre des opérations spéciales de l'armée de l'air à Hurlburt, avant qu'il n'en fasse un poste de général une étoile. Il pilotait des hélicoptères au Vietnam, les hélicos de sauvetage. Et comme au Vietnam, ce qui se passait, c'est qu'un pilote se faisait abattre, et ils envoyaient le XAR. Le nombre de fois où ces hélicoptères de sauvetage se faisaient descendre était assez élevé. En fait, il y a eu plus de pertes parmi eux que parmi les pilotes abattus. Donc ils avaient, je ne sais pas d'où ils opéraient, peut-être du Qatar ou de la base aérienne du prince Saoud, mais quand le pilote s'est fait descendre, ils sont allés tenter de le sauver. Et apparemment, si ce que cette personne m'a dit est exact, au moins un de ces hélicos a été abattu. Oui. Colonel Pete Hegseth, en revanche, renvoie d'importants commandants en plein milieu de cette guerre. Que cherche-t-il à faire aux États-Unis? Nous avons eu des rapports de The Intercept indiquant qu'ils ne communiquent pas avec précision sur le nombre de victimes. Ils parlent comme s'ils avaient détruit la capacité de l'Iran à riposter. CNN en a même parlé. Que se passe-t-il sous la direction de Pete Hegseth et avec ce type de gestion au Pentagone? Eh bien, ma première réaction à la mise à pied de Randy George a été de penser que c'était probablement lié à la guerre, et il se peut très bien que cela en ait été un élément. Mais ce que j'entends maintenant, très clairement de la part d'amis, c'est qu'il était absolument furieux que Hegseth ait puisé dans la liste du brigadier général et en ait retiré 2 femmes, je crois, ainsi que 2 officiers noirs. Il était tellement en colère qu'il a dit « Laisse-le partir ». Je veux dire, il s'est vraiment emporté contre lui à ce sujet, disant qu'il ne devait pas faire ça, qu'il ne pouvait pas faire ça, que c'était sans précédent, blablabla. Bla bla. Et puis j'ai entendu dire que le chef des aumôniers avait été relevé de ses fonctions pour quelque chose en rapport avec la guerre, un intérêt pour la guerre, ou une opposition à la manière dont elle était menée. Mais c'était surtout lié au personnel, là aussi. C'est ce que Hegseth faisait au corps des aumôniers. Tout, depuis le retrait de leurs insignes de grade jusqu'à l'élimination de groupes entiers. Et c'est vraiment étrange. Il supprime des groupes entiers de personnes qui peuvent être représentées officiellement par des aumôniers au sein de l'armée. Tous ces groupes qu'il écarte sont officiellement reconnus par le cimetière d'Arlington comme ayant le droit d'avoir leur symbole sur leur pierre tombale s'ils meurent et y sont enterrés. C'est insensé. Je veux dire, il va à l'encontre de la tradition, du protocole et même du règlement. Mais apparemment, il est en train de modifier les règlements. Donc une grande partie de tout cela concernait davantage le personnel que la guerre. Mais je suis sûr qu'il y avait aussi une part importante liée à cela. Les questions de personnel étaient probablement juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Permettez-moi simplement de souligner ce que nous voyons ici. J'appellerais cela la politisation de l'armée. Transformer l'armée en garde prétorienne plutôt qu'en légionnaire. Dans le système romain, les légionnaires étaient là pour combattre pour Rome. Ils se battaient pour la nation. La garde prétorienne, elle, était là pour protéger un politicien particulier. Et dans ce cas, cela a vraiment commencé sérieusement sous Barack Obama. C'est poursuivi sous Biden. Et, vous savez, sous Trump également, où l'on essaye de remodeler le commandement en partisans politiques et d'identifier ceux qui ne vous soutiennent pas comme des personnes à éliminer. C'est extrêmement dangereux, car cela franchit une ligne qui, selon moi, va détruire l'armée. Tu te souviens de ce que j'ai dit, Nima? Je suis entièrement d'accord avec Larry, et j'irai même plus loin. Tu te souviens que j'ai dit plus tôt que le coup d'État du 6 janvier n'a pas échoué parce que le système a tenu, mais parce que les comploteurs étaient incompétents. Et l'un des principaux aspects de leur incompétence, voire le facteur déterminant, c'est qu'ils n'avaient pas l'armée de leur côté. Milley a choisi de rester à l'écart. Non seulement il a fait ce choix, mais ensuite il a expliqué très clairement à l'armée pourquoi il l'avait fait et pourquoi il pensait avoir raison. Et il a été largement salué au sein de l'armée, en particulier dans les rangs intermédiaires. Donc je pense qu'il se prépare, et je pense que Larry a raison à ce sujet. Je pense qu'il façonne cette garde prétorienne plus que n'importe quelle administration précédente, car ils la conçoivent de manière à s'assurer que l'héritage de Trump, sous quelque forme que ce soit, l'héritage MAGA, peu importe, soit protégé, au point même que, s'ils devaient prendre le contrôle de la République par la violence, ils auraient la majorité de l'armée de leur côté. Ce qu'ils font en ce moment, c'est mettre en place une armée à deux vitesses. Ainsi, on verrait un affrontement au sein même des rangs militaires avant qu'il n'y ait la moindre obéissance à un ordre civil visant à réprimer une rébellion aux États-Unis ou à appliquer l'Insurrection Act, ou, Dieu nous en garde, aller encore plus loin que cela. Je pense qu'ils se préparent à cela. J'ai dit à quelqu'un ce matin que je pensais que Hegseth partirait. Je me disais qu'il serait probablement le premier à partir. Bondi est parti, Noem est parti, et je pense que quelques autres ne feront pas long feu. Mais Hegseth est toujours là. Et je comprends maintenant pourquoi. Parce qu'il façonne l'instrument de Trump et celui de l'héritage de Trump dans la conservation du pouvoir. On ne peut pas laisser ça filer. Personne d'autre ne va probablement reprendre cela et aller dans cette direction. Et avec la rapidité, vraiment, la rapidité avec laquelle Hegseth a avancé. On dirait qu'il parle aussi de Kash Patel. Tout le système semble vaciller, Larry. Est-ce à cause de la guerre? Ou est-ce à cause de quelque chose de plus profond? Ouais, bon, vas-y. Ouais, non, vas-y. Vas-y, toi. De toute façon, tu es déjà sous surveillance. J'ai compris Larry comme disant que je suis en train de me faire assommer. Ah, d'accord. Ouais, non. D'après ce que je comprends, sans révéler la source, c'est que Susie Wiles est maintenant enfin alarmée par les sondages. Ils se font laminer dans les sondages. Ils reconnaissent que les républicains, si cela continue comme je le pense, vont simplement se faire balayer, ce qui rendra ensuite impossible pour Trump d'accomplir quoi que ce soit pendant ces 2 dernières années de mandat, s'il survit à ces 2 années restantes. Et cela nous entraîne dans toute une autre discussion sur, tu sais, si je conseillais les démocrates, je leur dirais, hey, laissez Trump tranquille. Ne le destituez pas. Laissez-le continuer à être le visage du Parti républicain, car plus il restera sur le devant de la scène, plus les gens vont le détester. La dernière chose que nous voulons faire, c'est le destituer, le retirer de ses fonctions, puis voir J.D. Vance prendre la relève.
parce que J.D. Vance pourrait en réalité avoir assez de bon sens pour bien jouer le jeu politique, et il pourrait transformer ce qui serait une victoire assurée pour les démocrates en une situation complètement bouleversée. Donc Trump, il procède à un remaniement parce que, vous savez, Bondi est parti et il y a des problèmes du côté militaire. Il faut donc dissocier tout cela. Du côté militaire, tu sais, il faut écarter ces trois généraux. Ils vont se débarrasser de Tulsi Gabbard. Je pense qu'elle sera tenue pour responsable de l'échec du renseignement, qu'elle n'a pas correctement informé Trump des dangers d'une intervention en Iran. Oh mon Dieu, parle d'un retour de karma. Et puis il y a Daniel Driscoll, le secrétaire de l'armée. Il a l'air plutôt compétent. D'après ce que j'ai compris, il est complètement bouleversé par ce que Trump fait avec l'armée et par la manière dont il les met dans une telle situation de danger. Il y a ça, mais d'un autre côté, il y a Kash Patel. Ils savent qu'il est un handicap. Bon sang, je n'aurais jamais cru qu'il serait aussi mauvais. Et il est tout simplement épouvantable. Et puis, cette secrétaire au travail, une femme latina, aurait apparemment un bar à alcool dans son bureau et serait connue pour courir après les jeunes hommes. Donc, elle serait un peu une harceleuse sexuelle, d'après les rumeurs. D'accord. Donc, vous savez, ils vont en écarter certains. Mais c'est l'administration Trump. Ils essayent de se réajuster parce que les élections de mi-mandat approchent et ce n'est pas bon. Au fait, je reçois sans arrêt. Il y a un de vos téléspectateurs en Iran et il me transmet ces informations pendant qu'on parle. Vous avez des photos d'un Black Hawk en feu en train de s'écraser. Il a dit que les Black Hawks survolaient un endroit appelé Dahlem. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, Dahlem se trouve dans la partie sud de l'Iran, près du golfe Persique. Ouais. Ouais, C'est donc là que toute cette activité se déroule. Vous parlez de pression politique sur Trump. Cela va les intensifier considérablement, surtout si les Iraniens capturent le ou les pilotes vivants et les montrent à la télévision. Parce que bon, les grands médias ne pourront pas laisser passer ça. Ils vont s'en emparer immédiatement. Vous savez, c'était avant votre époque, mais le colonel Wilkerson et moi nous souvenons de ce qui s'est passé lorsque les Américains ont été pris en otage à l'ambassade des États-Unis à Téhéran. La carrière de Ted Koppel est née à ce moment-là. Jour 1, jour 2, jour 3. Nightline, vous voyez. Day 2, day 3, Nightline, you know. Je me souviens aussi de Mogadiscio. Ça a été un peu catastrophique pour nous. Carl, en regardant ce que Donald Trump a dit hier, à ton avis, quel était l'objectif principal? Quel était le point essentiel de son discours à la nation? Eh bien, je pensais qu'il allait peut-être faire ce que nous avions tous recommandé, c'est-à-dire déclarer la victoire et partir. Il a commencé, je crois, à essayer de faire cela, mais ensuite il s'est, comme d'habitude, emmêlé les pinceaux. Et il a fait ce qu'il fait d'ordinaire, c'est-à-dire ne rien dire de concret, ne pas exprimer de véritable mission, ne pas formuler de véritable objectif, ne rien dire sur ce que les Iraniens ont très clairement déclaré être prêts à faire pour négocier, ne rien aborder de tout cela. Et je pense, juste pour revenir un instant en arrière à Mar-a-Lago, quand il a dit ce qu'il a dit à propos de MBS, ce qui était probablement l'un des pires ensembles de remarques qu'il ait jamais tenues. Et c'est dire beaucoup pour cette présidence, où il a essentiellement dit que MBS lui avait léché les bottes. Et MBS n'a rien répondu de manière moqueuse. Mais cela a, je pense, complètement changé la nature de notre relation avec la principale puissance d'Asie du Sud-Ouest, à part l'Iran. Et maintenant, il conclut des accords avec le Pakistan, il conclut des accords avec Jalani et la Syrie. Ils ont complètement modifié leur approche. Ils n'enverront pas ce pipeline à travers Israël. C'est abandonné. Il conclut désormais des accords avec Jalani
et d'autres dans une direction différente, si l'on peut dire, pour faire passer le pipeline par là, ce qui est une entreprise très importante pour l'Arabie saoudite, avec beaucoup d'argent en jeu. Donc Trump s'est fait tellement d'ennemis dans le monde maintenant. Et regardez ce que Zelensky vient de faire. Il vient de renforcer sa propre position en Ukraine. En dépit de ce que les Russes pourraient faire, il a en réalité renforcé sa position, à la fois sur le marché mondial des armes et dans la partie critique du monde où se déroule actuellement la plus grande guerre, grâce à l'Empire, et où l'Europe se montre de plus en plus désenchantée par cet empire, établissant enfin ses propres règles et trouvant sa propre voie dans le monde. Nous voyons donc la situation évoluer bien plus vite que je ne l'aurais imaginé. Et ce changement est provoqué dans une certaine mesure non seulement par l'Iran, ce qui est un facteur majeur, mais aussi par Trump, à lui seul et avec son administration. Il force cette transformation à se produire beaucoup plus rapidement et donc beaucoup plus dangereusement qu'elle ne l'aurait dû. Et nous allons en constater les conséquences à grande échelle s'il continue à agir sans savoir ce qu'il fait ni ce qu'il dit. Et il permet à l'Iran de passer à la deuxième catégorie de cibles, qui sont nettement plus dangereuses pour l'économie mondiale que la première catégorie. Et s'il les frappe avec la même précision dévastatrice et la même intelligence derrière leurs attaques que celles utilisées sur la première catégorie, nous aurons une dépression mondiale. Prenez ce qu'ils viennent de faire en Arabie saoudite, à une installation appartenant à Amazon. C'est le genre de cible dont je parle. C'était probablement sur la liste des cibles de deuxième niveau, et c'est ce qui va se produire dans toute la région. Il n'y aura aucun respect pour les capacités ou les connexions mondiales de quiconque, juste une destruction totale. Et si cela se produit, l'Iran sera assis sur un détroit qui va lui rapporter énormément d'argent, continuer à lui en rapporter énormément, tandis que le reste du monde souffrira de tant de manières différentes et tant de questions différentes. Ça pourrait être Cela pourrait devenir mondial très rapidement, vraiment très rapidement. Eh bien, laissez-moi simplement souligner une bizarrerie, en fait deux bizarreries, à propos du discours de Trump. C'est la première fois que je me souviens l'avoir vu s'en tenir à un texte sans s'en écarter. Je veux dire, il a essentiellement lu ce texte sans improviser du tout, ou presque pas. C'était, vous savez, en contraste avec ce qu'il fait habituellement. L'autre chose, c'était son intonation et son apparence. Je veux dire, il m'a un peu rappelé Dustin Hoffman dans le film Rain Man. Il avait cette voix monotone du début à la fin, sans aucune inflexion ni émotion, très étrange. J'y ai donc vu un signe supplémentaire que les inquiétudes, les craintes concernant ce dans quoi il s'engage en Iran commencent à s'accumuler. Et vous savez, en ce moment en Iran, il est presque 19 heures. Et si nous devons faire quoi que ce soit militairement ce week-end, je ne serais pas surpris que cela commence d'ici 3 ou 4 heures. Et vous savez, c'est Donald Trump qui essaye de recréer Dien Bien Phu ou Gallipoli, l'un des deux. Je prédirais que si nous lançons quelque chose, ça va ressembler à ce Khazar Blackhawk. Ouais. Parce qu'en ce moment, nous parlons d'un ou deux pilotes. Mais ensuite, il y en aura beaucoup plus. Et je ne sais pas comment Donald Trump le ferait, ni ce qu'il pourrait faire. Larry, penses-tu que ce sera seulement les États-Unis s'ils y vont? Ou verrons-nous d'autres forces se joindre à eux? Oui, non. Ils n'auront pas d'autres forces de l'OTAN.
Tu sais, je suis ça grâce à des sources ouvertes. Il y a un compte X appelé Intel Frog. Je ne sais pas d'où ils tirent les informations de vol, mais ils les suivent depuis le 12 mars, parce qu'il y a eu à partir de cette date une recrudescence de vols de C-17 vers essentiellement 5 bases aériennes différentes. La base conjointe Lewis McChord dans l'État de Washington, Hunter Army Airfield en Géorgie, Pope Army Airfield à Fort Bragg, juste à côté du quartier général du GSOC, la base navale d'Oceana, en gros Little Creek, en Virginie, et Fort Campbell, dans le Kentucky. Jusqu'à présent, il y a eu un total de 64 vols. Chaque C-17 peut transporter 102 parachutistes, ou 102 soldats, avec leur équipement de combat, c'est-à-dire leurs sacs, leurs armes, et ainsi de suite. 102 paratroopers, or 102 soldiers who are carrying a combat load. That means you got their packs and their weapons, etc. So, if you've got Donc tu sais, si tu as 64 avions avec 102 personnes chacun, ce que tu regardes, c'est, du moins du point de vue des forces spéciales, un déploiement potentiel d'environ 7500 soldats. Je ne vois aucun marine dans ce groupe, donc ce sont toutes des unités de l'armée de terre. I don't see any Marines in that group. So these are all Army. The number of trips out of Tu sais, le nombre de vols au départ de Bragg, il y en a eu 12 depuis la base aérienne de Pope. Cela signifie qu'on pourrait en gros déployer un bataillon de la 82e division aéroportée et qu'il resterait alors 2 ou 3 escadrons de la Delta Force qui auraient peut-être été déployés. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils parlent de 50 000 soldats. Non, ils n'en ont pas autant. Les vols au départ de Hunter Army Airfield et de la base conjointe Lewis McChord proviennent du 75e régiment de Rangers. Je crois que le premier bataillon est à Hunter et le deuxième à Lewis McChord, ou peut-être l'inverse. Non, t'as raison. Donc il y a les régiments de Rangers là-bas. Ils sont capables de sauter en parachute et ils sont conçus pour opérer avec la force de niveau 1, la Delta Force ou le SEAL Team 6. Donc tu vois, je pense qu'ils vont faire quelque chose de fou. On ne déploie pas ces gars-là à l'étranger juste pour faire de la figuration. Quand ils font ce genre de déploiement, c'est soit pour un exercice, et clairement c'en est pas un, soit parce qu'ils vont réellement les engager dans une activité cinétique. Ouais, J'ai même entendu dire, Nima, qu'il y avait eu des discussions sur le fait d'emporter l'uranium enrichi ou quelque autre absurdité du genre. Et quelqu'un s'est même assis pour faire les calculs de poids. Bon courage pour transporter ça. Oui, et je pense, tu sais, qu'il pourrait potentiellement, une cible pourrait être Boucher, qui est proche de la côte, ou peut-être directement sur la côte. Donc tu vois, il pourrait utiliser cela comme cible pour intervenir et prendre le contrôle de tout combustible nucléaire qui s'y trouve. Je veux dire, c'est ridicule, parce que les Russes y travaillent avec les Iraniens, et c'est un site pacifique, ce n'est pas une cible militaire. Mais le problème auquel les forces d'opération spéciales sont confrontées, c'est que si l'on essaie de s'en prendre à d'autres sites nucléaires situés à l'intérieur de l'Iran, les hélicoptères n'ont pas l'autonomie nécessaire pour s'y rendre, sans mettre en place une station de ravitaillement avancée. Il faudrait faire venir des avions, déposer un tas de réservoirs souples de carburant, puis les hélicoptères viendraient se ravitailler avant de pouvoir atteindre la cible. C'est bien trop compliqué. Et l'Iran, vous savez, nous avons déjà fait cela, bon sang, il y a 46 ans, lorsqu'ils ont tenté de monter l'opération de sauvetage des otages à Téhéran. Mais l'Iran a beaucoup évolué en 46 ans. Juste un dernier commentaire de ma part avant de partir. Nous prouvons une fois de plus, et de manière éclatante, que comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères Araghchi à Al Jazeera English,
On ne peut pas bombarder un peuple pour le soumettre. Peu importe le nombre de bombes larguées, leur précision ou le nombre d'avions en vol, on ne peut rien accomplir en bombardant leurs écoles, leurs mosquées, leurs installations alimentaires, leurs infrastructures d'eau, et ainsi de suite. Tout cela constituant bien sûr des crimes de guerre. On ne peut pas les convaincre de faire autre chose que de vous résister de toute leur force. Et c'est exactement ce que nous avons fait. En écoutant Araqchi, c'est bien ce qu'il disait. Il a été clair, cessez le feu, fin des hostilités et réparation. Voilà ma position de négociation. Et cela ne fera que se durcir avec le temps. Nous sommes dans un pétrin, un vrai désastre. Carl, ils ne veulent pas négocier parce qu'ils ont assassiné Kamal Karazi en Iran, ainsi que sa femme. Et il a également dit à plusieurs reprises, « Pourquoi voudrions-nous négocier avec ces menteurs finis ?» Enfin, je paraphrase, tu vois. Et il a simplement déclaré qu'il n'y avait eu aucune négociation, faisant de l'apparition de Witkoff au cabinet un mensonge absolu. Il n'y a pas de négociation. Aucun Iranien n'a parlé à un Américain, et inversement. Ils communiquent par l'intermédiaire de tiers, voire de quatrièmes intermédiaires. Et je le crois. Enfin, je dois y aller. Merci. D'accord, prenez soin de vous. Bonne journée, colonel. Merci, bonne journée. À vous, à bientôt. Oui. Larry, je pense que nous devrions mentionner ce qui se passe avec les nouveaux rapports sur CNN. Ils disent qu'il semble qu'environ un tiers des capacités de l'Iran aient été détruites par les États-Unis jusqu'à présent. C'est le rapport. Mais d'après ce que j'entends de l'Iran, c'est totalement différent. Au moins, nous avons ce rapport sur CNN. Quelle est ton évaluation? Quelle est ta compréhension jusqu'à présent? Et quelles preuves donne-t-il sur l'origine de ces informations? S'agit-il du même renseignement qui est fourni au président des États-Unis? Oui. Eh bien, revenons en arrière. Avant que tout cela ne commence, nous avions effectivement reçu des rapports indiquant que le général Kane, le président des chefs d'état-major interarmés, ainsi que Tulsi Gabbard, Joe Kent et la communauté du renseignement, disaient essentiellement au président Trump que les chances de succès n'étaient pas bonnes, qu'il y avait de nombreux obstacles à cette attaque envisagée et qu'il n'y avait pas de menace imminente. Il a donc ignoré tout cela. Cela nous amène à la question de ce que les analystes de la CIA et ceux de la Defense Intelligence Agency, les deux principaux organismes du côté militaire, ceux qui établissent l'ordre de bataille, savaient réellement au sujet de l'approvisionnement de l'Iran en missiles balistiques et de son stock. Eh bien, les premiers rapports que nous avions montraient qu'ils n'avaient vraiment aucune idée de ce dont ils parlaient, car l'analyse indiquait que l'Iran ne possédait qu'environ 3000 missiles. Eh bien, ils ont tout utilisé en environ 2 semaines et n'ont cessé de tirer depuis. Alors maintenant, on voit la communauté du renseignement revenir avec ce chiffre en disant quelque chose comme « D'accord, nous n'en avons détruit qu'un tiers. Donc l'Iran doit en avoir 70% de plus. » Vous savez, je ne pense pas que quiconque sache vraiment. Enfin, je ne fais que deviner. J'ai estimé leur stock à environ 20 000 et je me base en partie sur ces vidéos en ligne montrant des missiles stockés sous terre, kilomètre après kilomètre. La communauté du renseignement a ses limites. On ne peut faire qu'un certain nombre de choses avec la collecte technique, comme les images satellites ou l'interception de conversations. C'est pour cette raison que la CIA a été créée à l'origine en 1947, pour obtenir de véritables sources humaines
capable de fournir des informations qui ne seraient normalement pas accessibles au public. On pouvait avoir quelqu'un travaillant à l'intérieur d'une installation de production. Mais aujourd'hui, même les Israéliens, aussi performants que puissent être leurs renseignements dans certains domaines, ont eu aussi de réelles limites, et ils le reconnaissent. Comme on l'a vu avec le Hezbollah, ils ont réussi à infiltrer la direction du Hezbollah. Ils savaient où les réunions allaient se tenir afin de pouvoir les cibler. Ils ont pu s'introduire dans le cycle de production des téléphones et des pagers. Mais ils ne comprenaient pas quelle était la véritable capacité militaire du Hezbollah. Non seulement ce qu'elle était, mais ce qu'elle est aujourd'hui. Et ils ont donc décidé de lancer cette opération terrestre dans le sud du Liban. Et franchement, ils se font botter les fesses. Vous savez, le Hezbollah, malgré le fait qu'il soit censé avoir été détruit et affaibli, est en train de les réduire en miettes. Le taux de perte que les Israéliens essayent désespérément de dissimuler est hors norme. Chaque char Merkava a un équipage de 4 personnes. Donc quand on en détruit plus d'une centaine, cela représente déjà un potentiel d'au moins 400 victimes. Je pense donc qu'Israël a commis certaines erreurs et qu'il dispose d'informations limitées dans certains domaines cruciaux. Et pourtant, ils ont dit à Trump avec assurance, « Oh oui, il n'y a aucun soutien populaire pour la République islamique. Si nous nous débarrassons de l'ayatollah Khomeini, le reste du pays se soulèvera et renversera la République islamique. » Eh bien non, cela s'est avéré faux. Larry, dans le nouveau message de Donald Trump, il dit qu'avec un peu plus de temps, nous pourrions facilement ouvrir l'Australie à la plupart, prendre le pétrole et faire fortune. Ce serait une véritable manne pour le monde. Ouais, c'est complètement fou. On dirait qu'il va continuer cette guerre jusqu'à la fin de sa présidence. Je ne vois pas son, parce que d'après la façon dont il parle, c'est toujours encore un peu, 2 semaines, 3 semaines, puis on y va. Eh bien, il le fera s'il va jusqu'au bout. Vous savez, il est entendu que cette attaque, la tentative de prendre et de tenir un territoire en Iran, va avoir lieu bientôt. Ce week-end, que cela commence ce soir à notre heure ou demain, samedi ou tôt samedi matin à notre heure, reste à voir. Mais s'il le fait, alors ce sera vraiment, disons-le, le début de la fin de sa présidence, car les États-Unis vont subir des pertes. En ce moment, je vois des rapports indiquant que le pilote du F-15 est mort. Et pour le Black Hawk, on ne sait pas encore ce qu'il en est des pilotes. Il y en a au moins 2 et probablement au moins un autre membre d'équipage, peut-être 2 à bord. S'ils sont tous morts, vous savez, cela va placer l'Iran dans une position vraiment intéressante. Ils le feront. Ils présenteront les corps. Vous allez forcer les États-Unis à venir les récupérer. Et cela obligera les États-Unis à reconnaître qu'ils ont plus de personnel militaire mort qu'ils ne l'ont admis. Donc Trump est coincé. Parce qu'il n'y a pas de... Vous savez, il dit que nous pouvons faire sauter le détroit d'Ormuz. Non, vous ne pouvez pas. Tant que l'Iran conserve la capacité de lancer des drones ou des missiles contre les navires dans le détroit, il ne sera pas ouvert. Rien que cette menace, le simple fait que cela soit possible, dissuadera les pays ainsi que les compagnies d'assurance comme Lloyd's d'assurer les navires. Et sans assurance, ces navires n'entreront ni ne sortiront. Cela dit, nous recevons aujourd'hui également des rapports indiquant que jusqu'à présent, ils ont autorisé des pétroliers à destination de la Chine et du Pakistan, je crois, à sortir du détroit d'Ormuz et à poursuivre leur route. Mais maintenant, il semble, je viens de recevoir une notification, qu'un pétrolier français et un pétrolier japonais soient également passés. Et cela signifie que les Français et les Japonais payent les Chinois en yuan.
Ils ne paient pas en dollars. Et ces navires, même s'ils sont déjà en route, eh bien bon sang, il faudra un certain temps, 3 ou 4 semaines, avant qu'ils ne reviennent à quai. Mais oui, il semble que le pilote ait été secouru. Donc les États-Unis ont bien secouru le pilote. Le F-15 s'est écrasé, mais le pilote a été sauvé. Oui. That pilot was rescued. So. Yeah. Larry, it's not just about, Larry, c'est pas seulement une question du Japon et de la France. Nous avons vu 2 de ces États arabes du Golfe Persique appeler l'Iran et essayer de trouver une sorte de solution à ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Je ne sais pas lesquels c'est. Il me semble, à mon avis, que cela pourrait être le Qatar ou d'autres pays. Peut-être le Koweït ou Bahreïn, ou je ne sais pas. L'Arabie saoudite pourrait en faire partie. Mais après tout, ils en arrivent à comprendre que s'ils veulent traverser le détroit d'Ormuz, ils doivent parler avec l'Iran, car les États-Unis ne seront pas là, comme Donald Trump lui-même l'a mentionné hier. Ils ne vont pas les aider. Eh bien, oui, bien sûr. Je pense que l'Iran joue ça de manière assez intelligente. Premièrement, il négocie avec Oman à propos de « Hey, travaillons ensemble là-dessus. Mettons-nous d'accord sur les frais que nous allons facturer par navire pour traverser le Golfe Persique. » Ils vont être comme le videur à l'entrée d'une boîte de nuit. Les gens veulent entrer, il faut payer un droit d'entrée. Tu veux venir dans le Golfe Persique? Paye un droit d'entrée? Et ils se le partageront. Parce que, comme tu le sais, l'extrémité ouest d'Oman se trouve juste en face de l'Iran. Donc, il est naturel qu'ils soient partenaires là-dedans. Ensuite, une fois que les pays qui ont besoin d'exporter leur pétrole, countries that need to get oil out, they'll be coming out probably with Iranian oil for now. ils vont probablement commencer à exporter du pétrole iranien pour le moment. L'Iran va négocier, offrant au moins aux Saoudiens, aux Koweïtiens, aux Qataris et aux Bahreïnis l'occasion de discuter avec eux, car l'accord de l'Iran sera le suivant. Détachez-vous des États-Unis, travaillez avec nous, et tout ce que vous souhaitez exporter, vous pourrez l'exporter. Il y aura des frais. Cela servira à nous aider à reconstruire les dommages causés à l'Iran par Israël et les États-Unis. Je pense que l'Arabie saoudite finira par conclure un accord. Le Qatar, lui, est déjà en train de le faire. Saudi Arabia is ultimately going to make a deal. Qatar already is making that deal. The one that won't and will be gone is Bahrain. Ceux qui ne dureront pas et qui disparaîtront sont Bahreïn et le Koweït. Je pense que le Koweït va être repris par l'Irak. Vous savez, de toute façon, réintégré à l'Irak. Et les Émirats arabes unis, je veux dire, c'est une création artificielle depuis le début. C'était quoi? 1971 ou 1972, quand les Britanniques ont dit « Très bien, voici le nouveau pays, les Émirats arabes unis, bienvenue ». Ce n'est qu'une création coloniale. Rien de plus. Il n'y a pas de véritable population autochtone qui chanterait sa fierté d'être émiratie. Donc, l'Iran est maintenant dans une position assez intéressante et solide pour négocier. Iran's in a pretty interesting, strong position now to negotiate. Les médias israéliens ont rapporté que l'un des plus grands fabricants de drones avait été touché par des missiles iraniens. Nous savons que la majeure partie de la production d'armes israéliennes se fait au sol, en surface. Ils ne procèdent pas comme l'Iran. Alors, Larry, penses-tu que si la guerre continue, car nous savons que les Israéliens demandent d'une certaine manière aux États-Unis de la poursuivre, quelle est leur évaluation? Et en quoi cela serait-il bénéfique pour Israël si la guerre se prolonge? Well, yeah, if the United States pulls out. Si les États-Unis se retirent et cessent de fournir Israël, c'en est fini pour eux. Donc tout cela est vraiment entre les mains des États-Unis. Dans quelle mesure Israël a-t-il surestimé sa position? Vous savez, quand Bibi Netanyahou a fermé l'église du Saint-Sépulcre dimanche dernier pour le dimanche des Rameaux,
Cela a commencé à déclencher une tempête, en particulier parmi les catholiques. Voici Israël qui s'en prend aux chrétiens, ce qui ne devrait surprendre personne. Je veux dire, ces sionistes fanatiques, c'est ce qu'ils font. Ils détestent les chrétiens. Ils aiment faire semblant que c'est l'islam qui est anti-chrétien. Et il faut sans cesse rappeler aux gens que les musulmans, qu'ils soient sunnites ou chiites, vénèrent Jésus comme prophète. Les juifs, non. Ils ne considèrent pas Jésus comme un prophète. The Jews don't. They don't see Jesus as a prophet. They have no respect for Jesus whatsoever. Ils n'ont absolument aucun respect pour Jésus. De même, Marie, la mère de Jésus, est vénérée comme une femme sainte dans l'islam, mais pas dans le judaïsme. En fait, dans certaines parties de ce que je n'appellerais pas les écritures juives, mais c'en est, elle est décrite comme une prostituée, ce qui n'est pas vraiment un signe de respect. Ainsi, Israël est actuellement tellement surmené sur le plan militaire que oui, il peut essayer, mais sans un approvisionnement en bombes venant des États-Unis, il ne peut pas maintenir le même niveau de frappe contre la Syrie, le Liban et l'Iran. Et maintenant, il s'enlise à nouveau dans le sud du Liban, avec le Hezbollah qui riposte à l'invasion israélienne. Israël peut donc faire beaucoup pour encourager la poursuite de la guerre, mais il ne peut pas le faire seul. Larry, penses-tu qu'il pourrait y avoir une sorte de division dans le Golfe Persique? Ou bien s'ils décident de mettre en place une sorte d'architecture de sécurité pour la région, seront-ils tous, tu sais, unis? Nous savons ce qui s'est passé, par exemple, au Yémen. Il y a eu une divergence entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, et les Émirats ne sont pas un pays qui peut vraiment soutenir ce type de conflit. C'est pourquoi ils ont reculé, si tu te souviens, face à l'Arabie saoudite. Est-ce que quelque chose de ce genre se passe dans l'esprit de ces dirigeants? Parce qu'après tout, ils veulent survivre. Ils ne veulent pas être détruits. Ils veulent survivre et conserver ce qu'ils ont dans leur propre pays. Même si le peuple n'est pas satisfait, ils veulent quand même rester au pouvoir. Oui, je ne pense pas que les Émirats arabes unis ou Bahreïn vont survivre. Je pense qu'ils vont, tu sais, être absorbés. Je vois probablement les Émirats arabes unis revenir à Oman. Souviens-toi, c'était une création artificielle des Britanniques en 1971 ou 1972, donc ce serait le Grand Oman. Je ne vois plus la gloire de ce qu'ont été Dubaï et Abu Dhabi, ces grandes villes qui attiraient beaucoup d'étrangers. En ce moment, ces étrangers quittent le pays. Ils partent dès qu'ils le peuvent. Et toutes les prostituées qui étaient là, importées d'Europe et d'Europe de l'Est, d'Ukraine, de Russie, sont rentrées chez elles. Donc ce n'est plus la ville de fête que c'était autrefois. Ce sera intéressant de voir ce que fera l'Arabie saoudite. Ils ont eu une relation mitigée avec l'Iran. Au départ, MBS était très anti-iranien. Puis, grâce à l'intervention des Chinois et des Russes, il s'est en quelque sorte réconcilié ou a établi des relations plus cordiales avec l'Iran. Mais maintenant, avec le début de la guerre le 28 février, malgré leurs affirmations selon lesquelles ils ne seraient pas impliqués, ils l'ont été, sans aucun doute. Ils ont facilité les attaques contre l'Iran en permettant aux avions américains d'opérer depuis le territoire saoudien. Donc maintenant, comme tu l'as souligné, avec Trump qui insulte MBS en disant « Oh oui, il me lèche les bottes », cela va vraiment rapprocher MBS de Trump, n'est-ce pas? Et avec les dégâts qu'ils subissent, les Iraniens pourraient lui proposer un accord et il l'acceptera. Je pense que l'issue de cette guerre va entraîner une restructuration complète de la politique du Golfe Persique. Larry, Donald Trump, tout son programme visait à sauver le dollar. Et tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, en ce qui concerne la guerre en Ukraine et maintenant une nouvelle guerre au Moyen-Orient, va totalement à l'encontre de ce qu'il disait. Comment vois-tu le détroit d'Ormuz?
Parce que, comme toi et le colonel Wilkerson l'avaient mentionné, le nouveau régime ou mécanisme dans le détroit d'Ormuz serait basé sur le yuan, ou peut-être sur une nouvelle monnaie. Ce ne sera pas basé sur le dollar. Alors comment vois-tu cela aller à l'encontre du programme que Donald Trump avait avant d'être élu? Well, again, he was counting on, Eh bien, encore une fois, il comptait particulièrement sur les Saoudiens, et je suppose aussi sur les Émiratis, peut-être les deuxièmes plus grands acheteurs de bons du Trésor américain. Ils se sont appuyés sur le Golfe Persique comme l'une des zones susceptibles d'aider à financer la dette américaine en achetant des bons du Trésor. Eh bien, tout cela s'est pratiquement arrêté net au cours des 5 dernières semaines. Vous savez, si les Saoudiens ont besoin d'argent, ils n'ont pas un gros compte d'épargne qui dort dans une banque, donc ils doivent générer des liquidités. Une façon de le faire, c'est de vendre leurs bons du Trésor, ce que je pense qu'ils sont en train de faire. Et comme vous le soulignez à juste titre, la Chine profite pleinement de cette situation, en rappelant à ces pays que détenir des bons du Trésor américain, c'est donner aux États-Unis un certain contrôle et un certain pouvoir sur eux. La Chine est en train de convertir une grande partie de la dette américaine en fonds obligataires, où les acheteurs de titres achètent désormais des obligations chinoises plutôt que des obligations américaines. Je pense donc que nous ne sommes qu'au tout début d'une refonte complète, une restructuration du système financier international. Le dollar ne va pas disparaître du jour au lendemain, ni en 1 ou 2 jours, mais il est tout de même significatif que les Chinois deviennent un acteur alternatif dans tout cet ensemble. Larry, la dernière nouvelle est qu'un F-16CJ se serait apparemment écrasé en Arabie Saoudite après un atterrissage d'urgence. C'était... Oui, il semble qu'il y ait eu une sorte de mise à niveau de la défense aérienne iranienne. Il y a eu des rapports indiquant que les Russes avaient apporté des systèmes S-400 ou S-500. Et si ceux-ci sont effectivement déployés maintenant, nous avons vu plus de rapports d'avions pris pour cible ou abattus au cours des 4 derniers jours que pendant les 4 semaines précédentes. Oui, il semble que tout le réseau de radars et ses AWACS aient été vraiment utiles aux avions, ainsi aux avions de chasse. En ce moment, sans ce type d'informations arrivant au quartier général, ce serait difficile pour les avions de chasse. Eh bien non, je comprends. Donc, l'Iran a détruit les radars au sol, et ces radars servaient essentiellement à détecter les lancements de missiles et d'autres appareils à travers toute la zone d'opération. Lorsqu'ils ont été mis hors service, parce que l'Iran en a détruit 13 au cours des 2 premières semaines de la guerre, il a fallu les remplacer. Et c'est là qu'intervient le 3 AWACS. L'AWACS fonctionne vraiment comme un radar au sol. Il fournit cette structure radar, mais depuis un avion. Ainsi, la destruction de celui-ci l'autre jour a créé de nouveaux problèmes pour les États-Unis. Et ils en font venir un autre pour essayer de compenser. Mais la capacité de l'armée de l'air à suivre les avions et autres menaces aériennes reste diminuée. Donc, comme je l'ai dit, quelque chose a changé sur le terrain à l'intérieur de l'Iran à cause de cette série soudaine d'incidents, comme le F-16 dont vous avez parlé, qui a dû effectuer un atterrissage d'urgence quelque part en Arabie Saoudite. Apparemment, 2 F-15 ont été abattus au cours des dernières 24 heures, l'un au large des côtes iraniennes et l'autre à l'intérieur des terres. Vous savez, il se passe quelque chose ici, mais on ne sait pas exactement quoi. Oui, Larry.
Il me semble que l'Iran n'a pas vraiment montré ce dont il disposait en matière d'utilisation de son système de défense aérienne. C'est pour cela qu'ils ont en quelque sorte pris les États-Unis par surprise. Se pourrait-il qu'ils n'aient pas révélé toutes leurs capacités, qu'ils se soient retenus parce qu'ils savaient que les États-Unis pourraient envisager une invasion terrestre, ce qui aurait entraîné une escalade du conflit? Parce qu'en temps de guerre, il est très difficile d'améliorer le système de défense aérienne. Est-ce bien cela? Well, yeah, Eh bien, je ne suis pas sûr de ce dont le système iranien est réellement capable. D'après ce que nous avons observé depuis le début de la guerre, il ne semblait pas capable de détruire des missiles de croisière Tomahawk. Il n'était pas non plus capable de détruire des JDAM ou des JASSM, ces bombes à lancement plané, etc. Il semble toutefois qu'il puisse détecter et abattre des F-35, des F-15, des F-16 et des ravitailleurs KC-135. Si cela ne s'est pas produit plus tôt, c'est probablement parce que ces avions ne s'étaient pas aventurés dans l'espace aérien iranien. Maintenant, ils le font. Et si la raison est que les États-Unis croient à tort avoir vaincu et éliminé la puissance aérienne ou la défense aérienne iranienne, eh bien, ils découvrent à leurs dépens que l'Iran dispose encore de capacités assez solides. Donc oui, écoutez, cette guerre n'est pas près de se terminer. Les financiers occidentaux ont misé beaucoup d'argent et pensaient, au départ sous Trump, que cette guerre se terminerait rapidement. Vous avez vu ce qui est arrivé à la fois au marché boursier et au marché pétrolier immédiatement après le discours de Trump l'autre soir. Vous savez, quand il est apparu, je crois que c'était mercredi, au moment où il a commencé à parler, le marché boursier était en hausse et le marché pétrolier en baisse. À la fin de son discours, c'était l'inverse. Le marché boursier chutait, annonçant qu'il allait terminer en baisse. Et c'est ce qui s'est produit. Le Dow Jones a perdu environ 500 ou 600 points à l'ouverture. Pendant ce temps, le pétrole, le Brent et le West Texas, le WTI, West Texas Intermediate, étaient tombés sous les $100. Et maintenant, pendant que nous parlons, où en est-on? Quel est le prix du pétrole? Je l'avais sous les yeux il y a une minute. Ah, le voilà. Le West Texas Intermediate est maintenant monté à $112. Il a augmenté de plus de 11%. So West Texas Intermediate is now up to $112. It's gone up over 11%. The Brent crude is at Le Brent est à $108. Trump a donc eu l'effet inverse. Auparavant, il pouvait dire des choses comme « Oh, ça s'annonce bien, c'est en train de se terminer », et le prix du pétrole baissait tandis que le marché boursier montait. Désormais, il n'a plus ce pouvoir magique. He no longer has that magic ability. Here, CBS a rapporté que le président Trump a été informé de la chute du chasseur américain F-15E au-dessus de l'Iran plus tôt dans la journée. Et Larry, tu as mentionné quelque chose d'important. Nous avons vu les nouvelles images, les nouvelles photos, des missiles de croisière israéliens touchés par le système de défense aérienne iranien. Right. D'accord. Oui. Eh bien, s'agit-il de missiles de croisière ou de drones? Drones. Missiles de croisière, missiles de croix. Yeah. Ouais, je n'ai pas vu ces images. Laisse-moi voir si je peux te le trouver. I mean, Je veux dire, je te crois, mais je n'ai tout simplement pas vu les images. Non, j'essaie juste de le trouver ici. Mais Larry, en ce qui concerne la Russie, nous avons appris qu'hier MBS essayait de parler avec le président russe. Que veulent-ils essentiellement de la Russie? Now, Alors, est-ce que MBS a appelé Poutine ou est-ce que Poutine a appelé MBS? MBS. Aime blöd puis. Oh. Yeah. Oh, c'est comme lancer cette vieille chanson des Beach Boys. Help me, Rhonda. Tu sais, en disant « Aide-moi, Poutine. Aide-moi, aide-moi »,
Poutine. Saying, "Help me, Putin! Help me, Putin!" Tu sais, en gros, les difficultés qu'ils rencontrent sont la guerre et la situation dans le détroit d'Ormuz. Deux choses qui sont trop liées, tu vois, à ce qui se passe avec la guerre. Yeah. What you saw the day before. Oui. Ce que tu as vu la veille, peut-être plutôt hier, ou au moins la veille, les Saoudiens, les Qataris, les Émiratis, les Bahreïnis et les Koweïtiens ont essayé de présenter au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution qui aurait dit « D'accord, il faut condamner, non seulement condamner l'Iran, mais aussi constituer une force de l'ONU pour aller forcer l'ouverture du détroit d'Ormuz. » Et les Chinois, les Russes et, de façon surprenante, les Français ont dit « Non, 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 ça n'arrivera pas, on ne fera pas ça, oubliez. » C'est peut-être pour ça que MBS appelle. Il se rend compte que s'il veut mettre fin à cette affaire, il va devoir obtenir un certain soutien russe. Et je pense que, tout comme Lavrov a essayé de lui dire, les idiots n'ont pas voulu écouter. Ils essayent de lui faire comprendre « Hey, tu accuses l'Iran et tu ne condamnes pas les États-Unis et Israël pour avoir déclenché ce chaos. C'est absurde. Tu n'es même pas équitable. » That's not even, that's ridiculous. You're not even being fair. Oui, je pense qu'il pourrait se passer beaucoup de choses ce week-end, Larry. Voyons ce qui se passera, et il se peut qu'on doive en parler. Yeah, I mean, there's Oui, enfin, tu vois, on saura d'ici 24 heures, 36 heures maximum. D'après ce que j'ai compris, le plan initial était de lancer cette offensive terrestre. to go forward with this ground assault. Ouais, Whether they'll now put that on hold, particularly in light of some of the S'ils vont maintenant mettre cela en suspens, surtout à la lumière de certains de ces avions abattus, cela pourrait changer la donne. Le problème, c'est que Trump n'a montré aucun signe de recul quant à la poursuite de la guerre. Il va l'intensifier avant de la désamorcer. he's going to intensify it before he de-escalates. Oui, merci, Larry. Hey, well, our Eh bien, l'heure passe vite. Désolé, le colonel Wilkerson a dû nous quitter, mais nous avons continué. Très bien, mes amis, nous resterons en contact. Merci, au revoir, à bientôt. Thanks. Bye. Bye-bye.